Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce milieu de semaine pour un nouveau JT sur Monaco Info. Au sommaire ce soir, la santé et l'épidémie de coronavirus. Alors que le nombre de personnes hospitalisées continue de baisser en France et que les chiffres annoncés en Europe sont encourageants, qu'en est-il réellement? Le virus marque-t-il le pas ou allons-nous faire face à une deuxième vague? Pour en parler et nous éclairer sur la situation, un chercheur de l'Institut Pasteur, Jean-Claude Manuguera. Santé toujours, les établissements hospitaliers ont dû s'adapter pendant le confinement avec la création notamment d'une cellule Covid-19. Mais comment vivent-ils le déconfinement? Au centre hospitalier Princesse Grace, le service d'anesthésie-réanimation ambulatoire est en première ligne à l'heure de la reprise. Nous serons avec celle qui est à sa tête, le professeur Isabelle Rouquette-Vincenti. Mais avant cela, le point sur l'info à Monaco avec Fabien Bonilla. Bonsoir Fabien. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. On débute ce point info avec l'ouverture du musée d'anthropologie ce vendredi avec, comme il se doit, des mesures de prévention protégeant la santé du personnel et des visiteurs. Il y aura entre autres la mise en place d'hygiaphones, des masques sont à disposition, mais aussi du gel hydroalcoolique, du savon, des lingettes désinfectantes. Un parcours de visite est organisé dès l'arrivée. L'entrée se fera au 56 bis boulevard du Jardin Exotique. C'est après le rond-point du nouveau musée national de Monaco. Les horaires, c'est simple, tous les jours, de 9h à 18h. Et le tarif, 1 € par personne et c'est gratuit pour les monégasques et pour les enfants qui ont moins de 5 ans. L'application Carlo développe une nouvelle fonctionnalité, Fabien. Oui, Carlo est une application que l'on peut avoir sur son smartphone depuis quelque temps déjà et dont le but est de faire fonctionner l'économie monégasque. Eh bien, la nouveauté, c'est qu'à partir de lundi prochain, chaque commerçant qui participe à l'opération aura un QR code fixe qui lui sera dédié. C'est la nouveauté. Ce commerçant n'aura plus besoin d'en générer un. Vous pourrez donc scanner ce QR code fixe affiché sur son comptoir. Vous entrerez ensuite le montant de votre achat, ce qui vous générera 5% de cashback dans votre portefeuille virtuel. Et vous pourrez l'utiliser par la suite chez le commerçant de votre choix qui participe à l'opération. Une dernière info, le gouvernement princier poursuit son soutien envers les restaurants qui ont rouvert cette semaine. Oui, une campagne de communication a d'ailleurs été mise en place. Vous avez peut-être déjà vu ce visuel dans vos journaux. Un message de soutien, comme vous l'avez dit, une incitation même à se rendre dans les établissements de restauration de la principauté. Une façon de faire fonctionner l'économie monégasque à nouveau et en toute sécurité puisque des mesures sanitaires strictes sont mises en place. Depuis la levée du confinement, l'activité a repris peu à peu en principauté avec le retour à l'école, la réouverture des commerces et des restaurants. Vous l'avez peut-être remarqué, la circulation est plus dense à Monaco, comme a pu le constater Christine Datomel depuis le CIGM. Oui, en effet, Émilie, les mesures de confinement ont entraîné une chute spectaculaire du trafic en principauté, même si les restrictions étaient plus souples à Monaco que dans l'Hexagone. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de la circulation? Nous avons voulu faire le point, c'est pourquoi nous nous sommes rendus au centre intégré de la gestion de la mobilité à Monaco, un centre qui était ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 durant le confinement, pour permettre aux véhicules de circuler à Monaco et notamment dans les tunnels. Nous avons décidé aujourd'hui de venir vous voir pour faire un point sur l'état du trafic en principauté avant, pendant et après le confinement. On en est où aujourd'hui? Si on fait un comparatif entre cette période 2019 et 2020, sur les 3 mois, c'est-à-dire mars, avril et mai, donc on s'aperçoit d'une chute spectaculaire de la circulation de près de 70%, grosso modo. La reprise de l'activité a été liée donc aux dates de déconfinement. Quelques chiffres. Pendant la période du confinement, on est passé d'un flot moyen de circulation de 100 000 véhicules jour à 32 000 véhicules jour. Durant le confinement, est-ce que vous avez vu des changements d'habitude ou peut-être des quartiers qui étaient plus animés que d'autres? Oui, effectivement. Donc, il y a toujours eu un petit flux de circulation pendant cette période, mais quand on regarde, on n'a pas encore beaucoup de recul, mais les premiers constats qu'on peut faire, c'est de dire que le centre commercial de Carrefour a été vraiment le leader donc, du quartier de Fontvieille, puisque c'était un des seuls lieux en principauté où on pouvait venir faire ses courses. On commence à s'approcher des chiffres de circulation qu'on retrouvait l'an dernier à la même période, puisque à titre d'information, sur le mois de juin, on est sur une période de densité journalière de 110 000 véhicules. Et hier, on était à peu près à 91 000 véhicules.
Mais pour le moment, on circule encore très bien en Principauté de Monaco. À noter que le CIGM, depuis sa création en 1993, a constaté que la journée du 19 avril 2020 a comptabilisé le moins d'entrées et de sorties de véhicules sur le territoire à Monaco, à savoir 9124 véhicules. Merci Christinda. L'accalmie semble se confirmer sur le front de l'épidémie du coronavirus. Dans certains pays européens notamment, le nombre de contaminations est en chute libre. Où en est-on vraiment? Que peut-on redouter pour les semaines qui viennent? Après avoir amorcé un déconfinement, nous avons joint l'un des chercheurs de l'Institut Pasteur à Paris. Il est interrogé par Patricia Navarro. Jean-Claude Manuguera, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez la cellule d'intervention biologique d'urgence à l'Institut Pasteur. À ce titre, vous avez suivi presque heure par heure l'avancée du virus. Alors la question que l'on se pose aujourd'hui, ce virus, il est parti de l'Est, il a avancé tel une vague, tel un tsunami vers l'Ouest. Aujourd'hui, très concrètement, quel est l'état des lieux? Alors aujourd'hui, la vague a largement reflué. Nous avons donc tous les indicateurs qui sont à la baisse en France, mais également dans les pays voisins, sauf peut-être la Grande-Bretagne, même s'il faut rester prudent, puisqu'il y a toujours des cas groupés dans différentes régions, et le virus peut toujours être réimplanté, même s'il n'a pas disparu totalement. Est-ce à dire que les périodes de confinement qui ont été décidées dans la plupart des pays ont été pertinentes? À défaut d'autre chose, nous n'avions que ça et ça a été extrêmement important de les mettre en place. Ça a été douloureux à beaucoup de points de vue, mais c'était la seule manière de pouvoir faire diminuer ce qu'on appelle le taux de reproduction de base de la maladie, le fameux R0. Et maintenant, nous sommes largement au-dessous de 1. Ça veut dire que l'épidémie ne bat plus son plein et est en train de reculer. La première question, c'était l'état des lieux. La deuxième grande interrogation de la part du public, et pas seulement, c'est y aura-t-il une deuxième vague? En fait, le virus, pour l'instant, est très actif à la surface de la planète. Et ce n'est pas parce qu'il va disparaître de France ou des autres pays européens pendant un certain temps que le virus ne sera plus présent. Tant que le virus sera présent quelque part, il peut être toujours réintroduit. Généralement, les virus respiratoires dans les pays tempérés sont très saisonniers, ont tendance à disparaître en été, ou en tout cas. Oui, parce que ça fait partie un peu des idées reçues qui sont véhiculées actuellement. Est-ce que ce virus va disparaître à la faveur de l'été et de températures plus clémentes? Alors, le virus peut-être arrêtera de circuler de manière significative dans les pays européens, mais il ne va pas disparaître des autres pays, notamment ceux de l'hémisphère sud, et je crains que le virus ne soit toujours présent quelque part à la surface de la Terre pendant notre été, qui sera l'hiver austral. Mais est-ce que le coronavirus peut devenir un virus saisonnier et l'hiver prochain réapparaître? Alors, vous savez, dans les virus qui émergent chez l'homme, il y en a assez peu qui arrivent à émerger complètement et à s'installer chez l'homme. On a eu beaucoup de virus qui émergent, qui ressurgissent. On a par exemple Ebola qui crée des épidémies et à chaque fois on repart du réservoir animal, de l'introduction qu'on appelle zoonotique. Dans le cas du SRAS par exemple et d'Ebola, on arrive à arrêter les chaînes de transmission parce que on est infectieux que lorsqu'on est malade et donc isoler les malades interrompt les chaînes. Dans le cas du SARS-CoV-2 qui cause la Covid-19, on est dans une situation beaucoup moins confortable, un peu comme dans la grippe, où on est contagieux avant d'être sévèrement malade et on peut l'être même en ayant très peu ou pas du tout de symptômes. Et donc, je pense que ce virus, lui, a réussi son introduction chez l'homme et nous avons beaucoup de mal à nous en séparer. Oui, et d'autant plus que, plus généralement, à l'international, pour l'heure, il n'y a toujours pas de vaccin. Alors vous le savez, c'est la grande préoccupation du public, c'est y aura-t-il tout prochainement un vaccin? Est-ce que vous avez la réponse à cette question, Jean-Claude Maluguerin? Non, je n'ai pas la réponse certaine à cette question. Ceci dit, il y a quelques données qui permettent d'être optimiste. D'abord, on a craint qu'il n'y ait pas d'anticorps post-infectieux qui soient protecteurs. Et en fait, il semble que dans la plupart des cas, même s'ils sont quelquefois d'installation tardive, les personnes qui ont été infectées, même sans beaucoup de symptômes, sont porteuses d'anticorps et d'anticorps qui, au laboratoire, sont neutralisants, donc sont probablement protecteurs.
Deuxièmement, les premiers essais avec les candidats vaccins qui ont été faits sur des animaux, notamment des hamsters et dans certains cas des singes, montrent qu'il y a une efficacité en termes de séroconversion, c'est-à-dire d'apparition d'anticorps chez ces animaux, avec des anticorps qui sont neutralisés en laboratoire, donc probablement protecteurs. Il faut bien sûr avoir encore plus de données et on peut espérer avoir un vaccin. Alors, pas tout de suite, hein, ce qui prendra beaucoup de temps, c'est pas fabriquer un candidat vaccin, ça c'est pratiquement fait. Ce sont les tests qui sont indispensables, et notamment les tests d'innocuité qu'on appelle de phase 1 chez l'homme, et qui sont en cours dans certains pays, qui vont commencer notamment en France avec des vaccins, comme celui de l'Institut Pasteur, comme un de ceux de l'Institut Pasteur notamment. Nous avons encore quelques mois avant l'arrivée d'un vaccin. Vous avez notamment pratiqué très rapidement des tests, hein. C'est ce sur quoi portent aujourd'hui vos études et vos recherches? Alors, nous avons donc une activité de diagnostic d'urgence, et puis nous avons un programme un peu plus à long terme, notamment sur la détection du virus dans l'air, dans les endroits confinés, par exemple des salles d'attente d'hôpitaux, etc. Jean-Claude Manuguera, en surfant sur le net, circule une vidéo dans laquelle on vous entend en 2012 prédire mot pour mot avec une exactitude incroyable ce qui allait arriver, ce scénario de ce virus qui se transmet ainsi. Est-ce qu'en 2012, vous imaginiez tout de même la virulence qu'aurait ce virus, si toutefois, si tant est qu'on puisse parler de virulence, hein, dans le milieu scientifique, hein? J'ai été dans ma carrière impliqué dans de nombreuses épidémies très différentes. J'ai vécu la première épidémie de SRAS en étant envoyé à Hanoï. C'était aussi un moment d'angoisse énorme parce que nous étions aussi là devant l'inconnu. Je veux dire que l'inconnu est source d'angoisse extrêmement grande, à la fois dans la population générale, mais également chez les scientifiques. Les virus respiratoires sont des virus particuliers dans la limite où en fait on a du mal à les contrôler parce qu'ils nous entourent, on ne les voit pas, ils nous entourent. Et donc, il fallait pas être devin pour prédire que ce genre de situation arriverait. Maintenant, je dois dire que je n'avais jamais pensé que nous irions jusqu'au confinement tel qu'il a été réalisé. L'ampleur de sa diffusion, mais surtout de la réponse qui a été nécessaire, m'a surpris, m'a étonné. Un scénario inédit. Merci beaucoup, Jean-Claude Manuguera, pour cet éclairage précieux. Vous qui œuvrez au quotidien, qui êtes au cœur de cette crise avec votre équipe de la cellule d'intervention biologique d'urgence de l'Institut Pasteur. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà pour ce point complet avec l'Institut Pasteur. Retour à Monaco où le centre hospitalier Princesse Grace vit à l'heure du déconfinement de ses services. L'activité a rapidement repris en mai, mais sous quelles conditions ? Pour en parler, nous sommes avec la chef du service d'anesthésie-réanimation ambulatoire. Bonsoir Isabelle Rouquette-Vincenti. Bonsoir. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que votre service fonctionne à la normale ? Après le déconfinement, on observe quand même des mesures de protection pour certains patients. Donc, on n'a pas ouvert encore totalement l'hôpital de façon à pouvoir le sécuriser. Comment on sécurise un service comme le vôtre ? Alors, l'hôpital, il est sanctuarisé, c'est-à-dire que tout le monde dans l'hôpital porte un masque, a les gestes barrières, a une distance de sécurité, que ce soit les personnels, les patients. On a nos aides-soignants, nos ASH qui nettoient de façon beaucoup plus régulière que d'habitude toutes les surfaces, tous les locaux, etc. Vous dites un service presque à la normale, ça veut dire qu'il y a moins de consultations ou au contraire vous avez dû adapter aussi ce planning de consultations et d'opérations ? Il n'y a pas par exemple un nombre important de patients en salle d'attente. Donc il faut qu'il y ait toujours quelques minutes pour que le prochain patient ne rencontre pas le patient précédent. Et donc du coup ça a diminué bien sûr le nombre de consultations, même si on fait de la visioconsultation. Et est-ce que pour éviter tout risque de contamination, est-ce que les patients, à leur arrivée, à leur prise en charge, sont testés au Covid-19 ? Il y a des protocoles. On a fait, je peux vous montrer, un protocole qui est le protocole d'organisation de prise en charge en période de déconfinement. Et en fait, on a fait des catégories suivant le type de patient, le type de chirurgie, le type d'hospitalisation. En urgence, on ne discute pas, on prend le patient, on le teste et on va au bloc. Hors urgence, on a fait des catégories de patients. Il y a des catégories de patients qui sont plus à risque. On a vu pendant l'épisode Covid, par exemple, que les patients obèses, les patients atteints de comorbidité cardiaque, de comorbidité respiratoire, de diabète, par exemple, étaient plus à risque que les autres.
Et donc, on ne teste que les patients à risque, les patients avec des chirurgies à risque, les patients avec des chirurgies très lourdes, par exemple chirurgie de thorax, chirurgie du foie, et enfin les patients qui ont été en contact récent avec des patients Covid-19. Preuve des bonnes relations qu'entretiennent la France et Monaco. Nous les avons reçus la semaine dernière. Une équipe de soignants de votre service, d'ailleurs, est partie à Mulhouse pour justement apporter leur soutien au personnel soignant. Une région qui, vous l'avez dit, a fortement été touchée par l'épidémie. C'est important de garder ces liens avec la France. C'est très important, d'autant plus qu'au départ, tous les patients Covid de Monaco partaient à Nice et que les prélèvements étaient faits à Nice. Donc, on est totalement interdépendants, on travaille beaucoup ensemble. Et quand on a vu que nous n'étions pas touchés par cette crise, disons touchés de façon modérée, on a trouvé normal d'aller aider ceux qui étaient vraiment sous l'eau, quoi, hein, à Mulhouse. Est-ce que cette expérience de médecin militaire que vous avez eue pendant près de 40 ans vous a servi justement à mettre en place ce service? Oui, ça m'a beaucoup servi parce qu'on est habitué à gérer les gestions de crise. Moi, je suis moi-même partie plusieurs fois en mission, etc. Donc, c'était assez facile et je dois reconnaître en plus que tout l'hôpital, il y a vraiment eu un effet très positif avec tous les services. Et est-ce qu'au niveau de la prise en charge du patient, est-ce que cela a aussi eu un impact? Oui, ça a eu un impact parce que dans le but de les laisser le moins longtemps à l'hôpital, on a créé un hôpital de semaine, c'est-à-dire qui est pour tous les services et de manière à ce que les patients restent le moins longtemps possible à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on fait tout pour que le patient puisse repartir très rapidement chez lui et ne pas rester à l'hôpital, même si celui-ci a été sécurisé. Merci beaucoup Isabelle Rouquette-Vincenti. De rien. Il avait débuté le 17 mars à Monaco. Pour finir, le 4 mai, le confinement a eu différents impacts sur la population monégasque. Et vous, comment avez-vous vécu ce cantonnement? Est-ce que vous êtes nostalgique de cette période particulière? Qu'est-ce qui vous manque le plus? Christine Datomel est allée à votre rencontre. T'aimerais que ça recommence? Oui. Beaucoup de solidarité, c'était vraiment très très bien. Et voilà, bon, c'est ça ce qui me manquait le plus, quoi. J'espère qu'on va le garder. Moi, j'étais cloué dans un lit d'hôpital. Donc, je commence à remarcher maintenant. Voilà, ça fait 4 mois. Donc, ça ne change rien pour moi. Pour moi, il faut l'extérieur, pas l'intérieur. Mais après, bon, il faut prendre des précautions pour tout ce qui est maladie. Et c'est vrai que la première chose, c'est la santé. On se sent un petit peu en réserve, vous voyez. Mais enfin bon, on est quand même content. Si on pouvait enlever les masques, ça serait encore mieux. J'ai beaucoup apprécié d'avoir mes enfants avec moi, à savoir quand ils sont à l'école ou à la crèche, ils passent plus de temps avec les personnes qui s'en occupent que nous. Donc c'est vrai que là, c'était un peu exceptionnel. Nous passons au point info pratique avec vous, Fabien, et la journée mondiale de l'environnement. Ce vendredi 5 juin, et vous l'avez dit, la journée mondiale de l'environnement. À cette occasion, la compagnie des autobus de Monaco a décidé de rendre ces lignes entièrement gratuites. Ce vendredi, toute la journée, des bus gratuits sur le bitume, mais pas que, dans l'eau aussi, puisque le bateau-bus sera gratuit également. Et dimanche, n'oubliez pas, c'est la fête des mères. Et oui, et certains élèves de primaire qui poursuivent l'école à la maison n'ont pas tous la possibilité de faire un traditionnel collier de nouilles ou un dessous de plat en pince à linge proposé par la maîtresse. Eh bien, il y a une solution de rechange. Vous pouvez contacter la médiathèque qui vous offrira un kit de création pour réaliser un cadeau à sa maman. Et lorsque l'on va sur le site www.mediathèque.mc, vous avez aussi le tuto pour le réaliser. Un point à présent sur la campagne de dépistage au Covid-19 à Monaco. Une campagne dont on vous parle depuis quelques semaines. Après les habitants de la Principauté, c'est au tour des salariés cette semaine et la semaine prochaine. C'est au Grimaldi Forum de 7h30 à 18h. Vous avez le tableau et les dates selon la première lettre de votre nom de famille. N'hésitez pas, c'est gratuit et indolore. Fabien, rassurez-nous, est-ce que la météo sera meilleure vendredi ? Eh bien, la journée de vendredi n'aura rien à voir avec la journée précédente. Plus de pluie, on passe à un large soleil, que ce soit le matin ou l'après-midi. Il fera de 15 à 22 degrés. Le soleil se lèvera à 5h50 pour se coucher à 21h09. Et ce vendredi, nous fêterons les Saint-Igor.
Merci Fabien et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. N'oubliez pas de nous alimenter en témoignages, en informations, en photos et en vidéos en rejoignant le réseau Malizia. On se quitte avec les photos de Michael Alesi et la réouverture des musées en principauté. À demain sur Monaco Info.